Le 12h30. La suite. Allez, on est de retour pour la deuxième partie de ce 12h30. Comment enseigner de manière efficace et rapidement le français aux réfugiés ukrainiens qui arrivent en Belgique? C'est un enjeu important. Ça l'est bien sûr pour les enfants et c'est un petit peu le rôle des écoles qui les accueillent dans leur classe, mais c'est aussi un enjeu pour les adultes, que ce soit pour leur démarche administrative, pour trouver un emploi, une formation ou s'intégrer tout simplement dans la vie sociale de notre pays. Tatiana van der Stok est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, vous êtes chargée de mission pour la promotion sociale au CP11, qui est le Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné. Et donc le CP11 va proposer un projet de formation donc qui permettra à ces réfugiés chassés par la guerre d'acquérir très vite les bases de la langue française. Et donc, comme je l'ai dit, vous le confirmez, c'est vraiment un enjeu très important de leur permettre d'acquérir le plus rapidement possible au moins les bases du français. Bien sûr, bien sûr. Ou du néerlandais, mais ici ça sera le français, puisque nous sommes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien sûr, je crois que la barrière de la langue est la barrière la plus importante. Le fait de ne pas pouvoir communiquer, déjà quand on se trouve dans une situation de détresse telle, c'est, je pense, quelque chose d'horrible. La langue permet l'autonomie d'abord, et les démarches administratives que ces gens vont devoir effectuer sont énormes, mais aussi les démarches du quotidien. Simplement pouvoir être autonome pour aller chez le boucher, pour aller chercher un pain. Je pense qu'il faut que les premières bases, que les premiers mots arrivent très très vite. Donc dès qu'on s'est rendu compte qu'on allait quand même accueillir une masse importante de réfugiés, on est très proche, il n'y a que 2 frontières entre eux et nous, et que voilà, il fallait faire quelque chose. Donc vous y travaillez déjà depuis un certain temps? Ah oui, on y travaille depuis le 7 mars en fait. Donc l'événement s'est passé juste avant nos vacances scolaires, et dès le retour, on s'est dit là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et la promotion sociale a cet avantage, on peut agir vite, très vite. Oui, donc c'est via les établissements de promotion sociale de Bruxelles et de Wallonie. Tout à fait. Que ça se passe. Donc la promotion sociale, enseignement qui est généralement méconnu, nous donne une énorme liberté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté tous nos établissements, qui sont au nombre de 74, je crois, en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous, à participer? Est-ce que vous avez les moyens financiers, d'abord? Est-ce que vous avez les chargés de cours, ensuite? Et est-ce que vous avez l'envie pour terminer? Et la réaction a été parfaite, très rapide, et les oui sont venus en disant quel beau projet. Donc la première étape, recenser les écoles participantes, chercher des moyens, parce que toutes n'avaient pas les moyens de le faire, et ensuite diffuser l'information. Et donc nous sommes là pour le moment plus de 30 à participer au projet. Et un simple exemple, à Arlon, il y a plus de 120 candidats à l'inscription déjà aujourd'hui. D'accord. On en est pour l'instant aux phases des inscriptions. Voilà. Les cours n'ont pas encore commencé? Non, parce qu'il nous a fallu le temps quand même un petit peu de nous retourner. Ensuite, de diffuser notre projet. Et ensuite, de permettre aux réfugiés d'avoir un statut. Malgré tout, nous ne pouvons les inscrire que c'est dès qu'ils ont ce statut, qu'ils sont inscrits, qu'ils ont le statut de réfugié, qu'ils peuvent s'inscrire. Ils peuvent venir chez nous directement. Et comme ils seront généralement pris en charge par des CPS, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, ils ont la gratuité totale de notre enseignement. Donc on va essayer de travailler, que ce soit en matinée, en après-midi ou en soirée. Donc là aussi, c'est notre force, c'est qu'on peut toucher plein de moments dans la journée. Mais l'idée, c'est que ce soit intensif, c'est-à-dire au moins 5 fois par semaine. C'est ça. Donc, ce sont des périodes de cours. Il y en a 120, donc 120 périodes de cours, c'est quand même beaucoup. Mais on a 10 semaines pour y arriver. Donc ça, c'est pour cette année scolaire encore. Voilà. Alors, pourquoi on a voulu le faire maintenant, directement? Parce que déjà, on va leur donner le chemin de l'école. Je crains, comme beaucoup d'entre nous, qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux très vite, le temps que tout se reconstruise à minima. Donc, ils verront le chemin de l'école. Et je sais que ce sont des gens qui ont déjà une éducation très importante. Bon, il y a juste la barrière de l'alphabet, de la langue, mais qui sont généralement très diplômés ou proches de diplôme. Et notre système d'enseignement permettra de valoriser leurs acquis et de continuer leur formation. Donc, quand ils auront vu que c'est facile, entre guillemets, de venir chez nous, je pense que ça pourra les aider pour les mois qui viennent. Vous parliez de cette barrière de la langue, de l'alphabet.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre en 10 semaines du français quand on parle ukrainien ou russe initialement, sans notion? On arrive à quel niveau en 10 semaines? Un niveau de base, évidemment, un niveau de communication élémentaire, comme le niveau que nous avons quand nous voyageons à l'étranger. Je sais très bien, bon, j'ai eu la chance de voyager, je parviens à me débrouiller avec un vocabulaire d'une centaine de mots au départ. Et puis, ça va vite après. Mais ils auront un vocabulaire minimum, mais un vocabulaire de la vie courante. Demander un arrêt de bus, demander un numéro de téléphone, pouvoir aussi repérer les signes qui sont les nôtres. Vous dites qu'il y a un certain niveau d'éducation en Ukraine. On le voit notamment dans nos reportages sur le terrain. Beaucoup d'Ukrainiens parlent bien l'anglais. Est-ce que le fait d'avoir déjà appris, maîtriser une langue étrangère, ça aide, même si l'anglais, l'ukrainien et le français ont trois... Bien sûr, je pense justement que pour ces langues qui sont relativement limitées territorialement, le fait d'avoir appris une langue véhiculaire comme l'anglais, voir à quel point ça permet d'avancer, est une motivation énorme. Et ils comprendront très vite que c'est essentiel à leur intégration, que s'ils restent simplement dans leur zone et dans leur milieu, ce qui risque d'arriver évidemment, ils vont se sentir dans une forme de ghetto, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, et je pense qu'ils apprendront vite. Et quand on enseigne une langue étrangère, en l'occurrence le français, à des gens qui ne parlent pas du tout le français, est-ce qu'on s'aide justement de l'anglais ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Comment fait-on? Parce que j'imagine que les enseignants ne maîtrisent pas l'ukrainien. Alors là, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Moi, j'étais prof de maths avant. Donc, mais je pense nous avons créé ce qu'on appelle des dossiers pédagogiques où il y a 5 compétences qui sont favorisées, beaucoup de compétences à l'oral, mais je pense qu'il y a effectivement, on appelle ça d'ailleurs le français langue étrangère, qu'il y a un schéma d'apprentissage tout à fait structuré pour permettre que ce soit très efficace. Et au CP11, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, puisqu'on a connu l'afflux de réfugiés syriens dans notre pays aussi. On a déjà été confronté à ça, donc de leur apprendre le français. Bien sûr, bien sûr. Alors bon, je sais ce qu'on appelle l'enseignement de plein exercice. Il y a des dispositifs qui sont également mis en place, d'APSA, où ce sont des dispositifs d'accueil, notamment les classes. Voilà, dans les écoles, donc ça s'est fait à ce moment-là. Ça s'est fait également en promotion sociale, bien sûr, mais vous, c'est la première fois que vous offrez, je dirais, un service ou à un tel niveau, de manière aussi massive. Je pense, oui. Vous avez une idée du nombre de personnes qui pourraient faire appel à votre formation dans les prochains jours? J'espère pouvoir accueillir entre 500 et 800 personnes. Je sais bien, c'est une goutte d'eau, mais voilà. Je suis quasiment certaine qu'on pourra faire ça. Au minimum. Et donc, on a bien compris que c'était une première approche de la langue pour se débrouiller dans la vie quotidienne. Voilà. Et donc, après, d'autres choses seront possibles. C'est cela, voilà. Et je vous dis, comme ils auront déjà ce tout petit bagage et qu'ils comprendront qu'il y a une forme de bienveillance de notre part, évidemment, ils pourront revenir vers nous. Et est-ce que, justement, le fait que beaucoup de Bruxellois aussi parlent l'anglais, on l'a vu dans un de nos reportages, il y a des applications aussi qui permettent de traduire presque simultanément quand on est avec quelqu'un. Est-ce que ça freine pas aussi les demandes, cette simplicité qu'on peut avoir à communiquer dans une autre langue ou en utilisant des logiciels ou des applications? Bien sûr, le logiciel et l'application est efficace, mais je pense que ce qui est important lorsqu'on se retrouve dans un groupe classe, entre guillemets, c'est le rapport social à l'autre. Oui, et là, en l'occurrence, ils vont trouver ce rapport social. La question, si ce seront des classes uniquement entre Ukrainiens? Nous espérons que non, parce que nous craignons justement que s'ils ne sont qu'entre Ukrainiens, ça soit plus difficile d'arriver à communiquer dans une autre langue. Donc nous essayerons d'avoir des classes mixtes. Ok, merci beaucoup Tatjana van der Stok, chargée de mission pour la promotion sociale au CP11, et on suivra cela évidemment en reportage aussi, l'arrivée de premiers élèves ukrainiens pour ces classes pour apprendre le français. Je vous remercie.